Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo que je redoute un peu. Depuis un moment, je procrastine pour surtout ne pas la faire. Parce que je sais que c'est un sujet qui me touche particulièrement. Et c'est une demande qui m'a été faite en fait sur Insta, je crois, d'une personne, ou Facebook, pardon, qui me disait est-ce que tu peux parler du deuil? Et je crois que de tous les sujets dont je parle, l'un de ceux qui me concerne le plus personnellement, qui vient taper le plus dans ce qui m'a construit, c'est le deuil. En fait, je pense que depuis très très jeune, depuis toute petite, je chemine avec la notion très claire que la mort va toucher des gens très proches de moi bien avant que je sois adulte et probablement même avant même que je sois adolescente. Donc le deuil, de façon générale, c'est étonnamment quelque chose que je connais bien de l'intérieur et pour autant que je maîtrise pas du tout. Je pense que le premier souvenir d'annonce de décès de quelqu'un de ma famille, j'avais 4 ans, 5 ans max. Et c'est ma mère qui m'annonce en fait le décès de sa propre mère. Et je me souviens tout de suite m'être dit... Donc ma mère s'effondre en m'annonçant ça. Elle pleure, elle me dit que ma grand-mère est morte. Et je me souviens, moi, rester très détachée. Non pas que c'est pas triste, non pas que voilà, je sais pas pourquoi, mais à ce moment-là, je le prends avec détachement. Je pense qu'à ce moment-là, je comprends pas ce qui m'arrive, je comprends pas ce qui lui arrive. Tout ce que je vois, c'est que ma grand-mère est morte et que la conséquence, c'est que ma mère est en pleurs. Et du coup, je fais un câlin à ma maman et ça s'arrête là. Et en fait, derrière, j'ai mis des années à comprendre émotionnellement ce que ça avait eu comme impact sur moi. Et par cette première expérience-là, qui a conditionné toutes les autres derrière, parce qu'au décès de mon frère, au décès de mon père, et de beaucoup d'autres personnes, comme mon mentor, comme mes grands-parents, comme, d'autres personnes de ma famille, enfin, voilà. La liste est longue, donc je vais pas toute la faire, mais voilà, beaucoup de personnes que je connaissais et très proches de moi. Je pense que cette réaction première, elle a été caractéristique de tous les deuils que j'ai eus derrière dans ma vie, que j'ai dû faire. C'est-à-dire que ma première réaction, c'est encaisser le choc, regarder s'il y a des personnes qui sont plus tristes que moi dans la salle et les consoler. Et moi, faire une sorte de ce qu'on appelle un refoulement, c'est-à-dire ne pas prendre en compte mes propres émotions pour pouvoir derrière gérer mieux la situation, être la plus efficace possible, être la plus utile possible et prendre mes émotions à emporter en gros et les digérer des mois, des années, voire une dizaine d'années plus tard pour ce qui est de mon père en l'occurrence. Donc ce sujet du deuil pour moi il est très spécifique parce que autant comme je le disais j'en ai vécu un paquet, autant il y a pas, enfin je pense que c'est la seule chose qu'il faut retenir dans ce sujet-là, c'est qu'il n'y a pas une seule façon de faire et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon. Vraiment. Je connais, du coup j'accompagne maintenant, mais je connais aussi personnellement plein de personnes qui sont passées par des deuils. Et on peut rester bloqué à une étape pendant des années. Et ça veut pas dire qu'il y a quelque chose qui va pas, ça veut pas dire qu'on est anormal, ça veut pas dire qu'on est cassé, ça veut pas dire que le deuil ne se fait pas, ça veut juste dire que notre système est foutu comme ça. Alors, les phases du deuil, dans l'ordre en théorie, déni, on refuse d'accepter ce qui s'est passé, on n'accepte pas la réalité des choses, ce qui est différent du refoulement où on ne ressent pas. Moi, j'étais pas dans le déni, j'étais consciente que mon frère était mort et il n'y avait pas de problème avec ça, hein. J'étais bien au courant. Le déni, c'est de refuser l'information. C'est non, c'est pas vrai, il est pas mort, je refuse d'y croire. Déni, première phase. Ensuite, en théorie, en fonction des genres, mais on va dire en théorie, la grande majorité, c'est la colère. Donc là, c'est une phase ascendante d'émotions qui monte comme ça. Une grosse phase de colère envers la vie, pour l'injustice que ça représente, envers la personne si jamais on considère qu'elle est responsable de sa mort, etc., etc. Ensuite, il y a toute la phase de négociation, de marchandage, où on va essayer de négocier,
c'est très parlant pour les ruptures, parce que c'est un peu les mêmes phases pour les ruptures amoureuses. La phase de marchandage, c'est on va essayer de trouver comment on pourrait faire pour se remettre avec cette personne. Et si j'avais pas fait ça, comment ce serait? Et si je changeais, est-ce que ce serait pas mieux? Et si elle changeait, est-ce que si? Voilà, ça c'est le marchandage. En termes de deuil, c'est pas tout à fait pareil parce que du coup la personne est plus là et on le sait. Mais c'est vraiment et si j'avais réussi à faire ça, et si jamais j'avais pu lui parler, et si jamais elle n'avait pas fait ça. En fait, on essaie de trouver des circonstances qui feraient en sorte que cette personne ne serait pas morte, soit de notre côté, soit du côté des gens, soit du côté de cette personne-là en particulier. Et ensuite, donc ça c'est donc, déni, colère, marchandage. Et après, il y a la redescente émotionnelle qui est c'est comme en météo, c'est la dépression atmosphérique. C'est vraiment les émotions redescendent. Ça ne veut pas dire qu'on tombe en dépression et qu'on va être triste toute notre vie. C'est pas ça. C'est juste qu'on a été tellement à full d'émotions que là, on redescend dans un niveau d'émotion complètement normal et acceptable, qui s'apparente souvent à un moment de creux, de vide, de tristesse. Ça peut être ça aussi. Et normalement, s'ensuit l'acceptation. Donc en fonction, le pardon et ou l'acceptation, ça dépend comment on voit les choses. Ce que je veux rappeler quand même en disant ces 5 étapes-là, c'est que c'est pas dans l'ordre. D'abord, on passe par le déni, ensuite la colère, ensuite le marchandage, ensuite la tristesse, la dépression et ensuite l'acceptation. C'est pas comme ça. C'est pas un processus linéaire avec des étapes. C'est des spirales où en fait on fait des sortes de looping où on est dans le déni, puis en colère, puis on marchande, puis on est en colère, puis on marchande, puis on devient triste en dépression, puis la colère revient, puis ensuite on commence à pardonner. Ah mais en fait non, on est en colère. Voilà, c'est des montagnes russes le deuil. C'est pas du tout quelque chose de linéaire. Et d'ailleurs, ça se voit assez bien parce que pendant les années qui suivent, les dates anniversaires nous replongent dans la dépression, la colère, etc. On repart là-dedans. Parce qu'en fait, l'évolution, c'est jamais linéaire comme ça. C'est toujours en spirale ascendante. C'est comme si on faisait déni, colère, marchandage, dépression, acceptation. Et hop, on repart déni, donc déni, colère, mais avec un niveau de détachement suffisant, enfin plus important que la fois d'avant. C'est comme si chaque étape, chaque palier de la spirale ascendante nous détachait de plus en plus et durait de moins en moins longtemps. Et qu'est-ce qui fait qu'on passe d'un palier à l'autre ? Du coup, le fait de traverser d'abord le deuil, puis ensuite les rituels qui sont en lien avec la mort, ensuite les dates anniversaires, ensuite la date anniversaire de la mort, ensuite les moments importants dans lesquels on aurait aimé que cette personne soit là, etc. Le premier Noël, le premier machin, blablabla. Tout ça, là, ça fait que la spirale monte, et au bout de quelques années, quand on a fait tous ces trucs-là, en principe, on est un peu moins à vif. Mais je veux rappeler que c'est pas du tout une généralité, que c'est pas du tout vrai pour tout le monde. Et moi, si je prends le cas de mon frère, ça a été assez rapide. J'ai pas été dans le refoulement très longtemps, ça a mis quelques semaines. Mais dans le cas de mon père, ça a mis 10 ans. J'ai mis 10 ans, jusqu'à il y a très peu de temps, jusqu'à il y a quelques années. J'ai mis 10 ans à comprendre que mon père était mort. Tout simplement. J'ai mis 10 ans à comprendre que... à comprendre émotionnellement ce que ça voulait dire que mon père soit mort. Et même encore aujourd'hui, il y a plein de choses auxquelles je pense, où je ressens toutes les émotions que je ne me suis pas autorisée à ressentir pendant 10 ans, parce que j'avais des études à mener, parce que j'avais... Mon père, c'était quelqu'un qui était vu comme le roc de la famille, et moi, étant sa fille, quand il est mort, j'ai pris un peu sur moi de devenir cette personne-là, sorte de repère incassable, une sorte de phare dans la tempête, et du coup, je pouvais pas réussir à concilier ça, cette posture de roc indestructible, insubmersible, avec l'idée de m'effondrer émotionnellement. Alors que c'est complètement compatible, c'est juste qu'à ce moment-là, j'y arrivais pas à concevoir. Et du coup, j'ai pas du tout ressenti ces trucs-là, et j'ai ressenti 10 ans plus tard. Et là où, c'est pour ça que je veux dire qu'il n'y a pas de problème en fait avec les façons de faire son deuil et que chacun fait comme il peut, c'est que pendant ces 10 années, bon, j'exagère, ça a mis un peu moins de 10 ans en fait, ça a mis 5 ans, et au bout de 5 ans, j'ai commencé à comprendre qu'il y avait un truc qui allait pas parce que mon frère venait de décéder, et que du coup, ça m'a permis de ressentir quand même 2-3 trucs, comme je disais. Et à partir de là, je me suis dit, ok, là, il y a un truc qui est pas fait, et quelques années plus tard, là, j'ai vraiment lâché complètement le barrage. Mais bref, ce que je veux dire, c'est que moi, pendant ces années-là, j'ai mené ma vie, et j'ai pas été impactée par les conséquences du deuil de mon père. Ça m'a pas empêché de réussir mes études, je suis pas tombée en dépression, j'ai pas eu besoin de prendre des traitements, j'ai pas été hospitalisée, j'ai pas fait de burn-out, j'ai pas vécu tous ces trucs-là. Parce que, en fait, mon système m'a protégée de ça. Et quand j'ai été enfin dans un environnement où je pouvais me permettre de lâcher, où j'étais plus dans cette pression de travail, de trucs comme ça,
j'ai pu lâcher, j'ai pu me rendre compte, c'était pendant mon voyage en Amérique latine, là. J'ai pu me rendre compte de tout ça et en Patagonie, c'était. Je me souviens très bien de l'endroit. C'est une musique, en fait, qui m'a fait comprendre à quel point j'avais pas du tout fait le deuil de mon père. Et ouais, en fait, ça m'a fait lâcher à ce moment-là. Et là, j'ai ressenti tout ce que j'avais pas ressenti pendant des années. Moi, ça a été assez vite plié. C'est qu'en fait, la première étape, normalement, ça peut être le déni. Moi, je l'ai pas. Je comprends très vite le sens de la réalité et je l'accepte. C'est-à-dire que j'ai pas de friction avec la mort. J'ai pas ce truc-là de vouloir négocier. Deuxième étape, la négociation. J'ai pas envie de vouloir négocier avec la mort. J'ai pas envie de vouloir changer la réalité. Il y a une sorte de résilience intrinsèque à qui je suis, mais parce que, encore une fois, je pense que j'ai grandi avec cette idée que, en l'occurrence, mon père mourrait quand je serais jeune et qu'il fallait que je m'y habitue. Donc je ne négocie pas avec la mort. Vraiment pas. Par contre, celle où vraiment les émotions montent, il y a une sorte de grande montée d'émotions. Ça peut être la colère, la tristesse, il y a une grande montée comme ça. Le désespoir, vous mettrez le mot que vous voulez dessus, ça dépend des gens. Moi, ce truc-là, cette étape-là, elle est chantée dès le départ puisque l'émotionnel n'a pas sa place. Donc, je ressens pas ce truc-là. Et vraiment, je me coupe de mes émotions. C'est vraiment ça. Je pense que l'exemple le plus parlant que je puisse donner, c'est quand mon frère est mort. Sa femme, du coup, m'a appelée. Je me souviens encore une fois très bien de quand c'est arrivé. C'était un lundi. J'allais commencer mon après-midi de consultation. Ma collègue était en télétravail. Et du coup, j'étais la seule à pouvoir faire ces consultations-là, qui sont des consultations très spécifiques, d'oncogénétique. Enfin voilà, il y avait un truc très... On n'était pas 25 sur Toulouse à pouvoir faire mon job, vraiment pas. On était 2 et puis du coup ma collègue était chez elle, heureusement, en train de faire sa journée de télétravail et tant mieux comme ça. Je dis ça parce que ça a un rôle important dans ce qui se passe derrière. Donc je vais commencer mon après-midi de consultation, donc il est 13h20, je commence à 13h30. Je suis dans le bureau qu'on m'alloue à l'Oncopole. Donc je suis dans mon bureau et je commence à regarder les dossiers de l'après-midi, donc dossiers de patients que je vais voir. Et là, pour la première fois depuis des mois, il y a du réseau dans cette salle, ce qui n'arrive jamais. On ne capte jamais dans ce bureau-là, on capte pas. Et là, non seulement ça capte, mais en plus c'est ma belle-sœur qui m'appelle, ce qui n'arrive jamais non plus. Autant on peut s'envoyer des messages, autant s'appeler, non. Et elle m'appelle une fois, je décroche pas, je vais commencer mes consultations. Elle m'appelle 2 fois, et là je décroche. Et là, elle m'annonce du coup que mon frère est décédé au petit matin et qu'ils savent pas exactement pourquoi, probablement un arrêt cardiaque et que voilà qu'elle l'a trouvé le matin même chez eux, voilà. Et donc elle me dit ça. Même toute cette partie-là, elle est un peu floue pour moi parce que je suis plus trop sûre de ce qu'on se dit. Je suis plus trop sûre de ce qui se dit en fait. À ce moment-là, j'ai l'impression d'avoir pris une sorte de bus dans la gueule, d'être choquée, d'être vraiment comme si toute mon âme était partie de mon corps et était à côté en train de trembler, quoi. C'est voilà, j'ai ce truc-là. Et là, je passe en mode automatique immédiatement. Occupe-toi de tes enfants, je m'occupe de mon frère, je m'occupe de ma mère. Pas de problème, on fait ça, on se rappelle ce soir, je m'en occupe. Et donc mon autre frère étant injoignable parce qu'à ce moment-là, il n'a pas de téléphone portable. Mais il travaille dans la même ville que ma mère. Et du coup, j'appelle ma mère et à qui j'annonce... donc, c'est pas le fils de ma mère, c'est mon demi-frère par mon père. Donc c'est quelqu'un qu'elle connaît depuis qu'il est... ado, mais c'est pas son fils dans le sens où elle l'a pas mis au monde, quoi. Je dis ça parce que je pense que j'aurais peut-être pas annoncé la même façon à ma mère si ça avait été son fils aussi littéralement. Bref, peu importe. Je suis désolée pour cette vidéo qui va être particulièrement peu structurée. Là, je pars complètement dans mes souvenirs et mon émotionnel. D'ailleurs, je me triture les doigts pour voir à quel point je suis pas du tout dans la même vibe que d'habitude. Mais bon, c'est comme ça. Si je dois parler un petit peu du deuil, je dois parler un peu de moi, donc ouais. Donc bref, elle me dit ça, et donc j'appelle ma mère immédiatement. Donc j'annonce à ma mère. Ma mère me dit qu'elle va s'occuper de prévenir mon autre frère, d'aller chez lui et de l'informer.
Et, et moi, du coup, donc, je raccroche. J'ai encore l'impression de m'être pris un bus. Et là, on arrive dans le réel. La réalité, c'est que j'ai ça de dossier devant moi. J'ai des patients qui ont pris rendez-vous il y a 1 an, qui m'attendent. Il est 13h28. Mon premier patient vient d'arriver. Je regarde sur le logiciel d'hôpital. Mon premier patient m'attend dans la salle d'attente. Et qu'est-ce que je fais ? Et à ce moment-là, il n'y a pas de question qui se pose pour moi. Si j'annule, ces patients-là vont être reportés. Moi, je vais rentrer chez moi et je vais faire quoi ? Je suis à Toulouse. Toute cette histoire me dépasse complètement. Les gens que j'aime sont à Rennes. Enfin, qu'est-ce que je fais ? Je prends ma bagnole. C'est quoi le truc, quoi ? Sachant que je vais pas pouvoir... Enfin, là, les premières heures, je vais pas servir à grand-chose. Je vais être sur la route. Enfin, bref. Absolument pas en état de conduire. Donc, je décide de... Enfin, je décide. Tout ça, c'est pas vraiment... C'est encore une fois, je suis en mode automatique. Je suis en mécanisme pilote automatique. Donc, je contrôle rien. Mais je sens que ce que je fais, c'est que je prends toute cette boule d'émotion que je sens qui va exploser. Et j'ai vraiment cette image-là. C'est comme si c'était une bombe que je balance dans un bunker ou dans un coffre-fort de banque. Je ferme la porte, comme on voit dans les films d'action, ils balancent la bombe, ils ferment la porte, tac, il y a le mécanisme, cette énorme porte avec une sorte de cadran de bateau là, clac, on tourne, ça fait tac, et ce truc-là, je le localise là, chez moi c'est là. Je balance ça, tac, et ça fait pouf à l'intérieur de moi. Et j'avance. Et je prends le choc, je me lève, je réajuste ma blouse, je vais dans ma salle d'attente, j'appelle mon premier patient et j'enchaîne comme ça ma demi-journée de consultation du coup, jusqu'à, je sais plus à quelle heure j'ai terminé ce jour-là, 18h30, enfin le classique quoi. Avec cette sensation d'être en mode pilote automatique, de faire exactement le même travail que tous les jours, seulement à chaque fois que, comme je fais de la génétique à ce moment-là, donc mon travail c'est de faire des arbres généalogiques. Et en fait, mon frère a un nom extrêmement commun, un prénom extrêmement commun pour les hommes de sa génération. Du coup, évidemment, j'ai des patients qui ont en fonction de leur âge, en fonction soit leurs oncles, leurs cousins, leurs frères, leurs fils. Quand on fait un arbre généalogique en consultation, on va assez loin. Donc, à un moment donné, forcément, le prénom de mon frère revient. Et à ce moment-là, quand j'entends son prénom et que je l'écris, parce que du coup j'écris les prénoms des gens qu'on me donne, ça me fait une sorte de piqûre de rappel de ce qui vient de m'arriver, de ce que je viens de comprendre. Mais pour autant, ça me remet pas dans ce choc émotionnel-là. Ça me met juste une sorte de piqûre de rappel. Ça fait mal. C'est comme si on versait de l'acide sur une plaie. Ça brûle. Et en même temps, je repars immédiatement. Tout de suite, mon cerveau repart en mode consultation, question. Et donc, qu'est-ce qu'il a eu comme maladie, etc., etc. Et ses enfants, et machin, et cancer, et quel type, et machin. Bref, j'enchaîne la consultation. Je termine, je remonte là-haut. Et je me souviens que le premier truc que je me dis, c'est putain, il va falloir que j'annonce. Donc, ça tombait relativement pas trop mal dans mon planning. C'est horrible de dire ça. Mais même penser ça, mais je me dis, mais putain, je suis vraiment déconnectée des émotions à ce moment-là. C'est vraiment un truc de ouf. Rien que de le penser, je me dis, il y a vraiment un truc qui pète, quoi. Mais bref. Je remonte en me disant, putain, heureusement, j'ai posé 3 semaines de vacances vendredi, quoi. Et je peux être en pseudo-télétravail à partir de mercredi sans trop de problèmes. En fait, je peux partir demain soir de Toulouse et remonter première heure à Rennes sans que ça ait d'impact sur mes collègues, mon travail, mes patients, la secrétaire qui se galère à gérer mes plannings et que j'ai pas envie de foutre sous l'eau. Enfin bref, c'est l'été, c'est chiant pour tout le monde, ces moments-là où on rajoute une charge de travail. J'ai pas envie d'être un poids pour mes collègues, j'ai pas envie que ma vie personnelle vienne impacter mon boulot et en même temps, je viens de perdre mon frère, quoi. Et bref, et donc du coup c'est ce qui se passe, j'appelle mon copain de l'époque, je lui annonce, je lui dis que du coup je vais remonter, évidemment c'est quelqu'un qui a envie d'être là pour moi, donc il pose tout de suite des jours et on remonte ensemble mercredi à Rennes et on va directement au funérarium parce que moi j'ai besoin, à ce moment-là j'ai besoin de le voir, j'ai besoin de voir mon frère, j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de voir son corps, j'ai une formation qui est scientifico-médicale, donc j'ai besoin... Je sais à ce moment-là que je suis en train de faire un refoulement émotionnel. Je sais que ce que je sens, à savoir rien, parce que pendant les heures qui suivent, pendant la journée du mardi, pendant le mercredi sur la route, je ne ressens rien. Je ne ressens rien. C'est très paisible pour moi parce que je n'ai aucune émotion. Je suis pas triste, je suis pas en colère, je suis pas frustrée, je suis pas énervée. Personne ne me fait rien. Je suis un glaçon, je suis froide, mais du coup en paix parce que je ne ressens rien.
Je me laisse pas déborder par du stress ou de l'anxiété. Non, je ne ressens rien. Et je sais que ce qui est en train de se passer là, c'est pas normal. Je le sais parce que je l'ai vécu 5 ans avant avec mon père. Donc, avec le décès de mon père. Donc, je sais que ce que je ressens là, c'est pas normal. Je sais que ce que je ne ressens pas, en fait. Ce que je ne ressens pas là, il y a un truc bizarre. Je sais qu'il y a un truc qui va pas. Entre-temps, j'ai appris des bonnes notions de psycho, donc je sais ce que c'est qu'un refoulement. Je me dis, ok, il faut que je voie mon frère, il faut que je voie son corps, il faut que je comprenne. Il faut vraiment que je réalise qu'il est mort parce que là, apparemment, il y a un truc qui connecte pas chez moi. J'ai pas du tout les émotions appropriées pour. Et en fait, il s'avère que le fait d'aller voir son corps, le fait de préparer un discours avec un hommage avec ma famille, le fait de même aller derrière, je me suis dit, ben, si personne n'a envie de parler particulièrement, ni ses fils ni sa femme, moi je suis carrément chaude pour faire ce truc-là, ce discours, en me disant, déjà c'est quelque chose que j'ai envie de faire pour mon frère, de lui rendre hommage, et en plus je sais que ça va m'aider à reconnecter à mes émotions, parce que c'est le même funérarium dans lequel on a je sais pas comment on dit, du coup, crématoré, crémationné, je sais pas quel est le terme, mais on a cramé mon père, du coup. Et du coup, j'avais aussi j'avais été aussi le porte-parole qui tient le discours à ce moment-là. Donc, je me retrouve dans le même endroit, à faire le même type de truc, en me disant, ça va réactiver, et là, je vais comprendre enfin les émotions que je ressens. Et en fait, pas du tout. Je suis ultra déconnectée encore. Et ça a duré des semaines avec... Du coup, c'est marrant parce que là, on rentre dans un truc un peu ésotérique, mais les personnes que je connais qui sont extrêmement connectées et qui perçoivent le monde invisible, elles me disaient, Gaëlle, t'as un truc noir à côté de toi que tu trimbales. Et c'est vraiment un sac d'énergie dégueulasse, noir, qui se balade, qui te suit à moitié, là, qui gravite autour de toi. Et c'est toi. Et ça vient de toi. C'est comme si, apparemment, de ce qu'elle m'expliquait, c'est qu'en gros, comme si mes émotions, je les avais... Ouais, ça, c'est que je les ai compartimenté, compacté dans un endroit, et en fait ça a explosé à côté. Du coup, je me baladais avec mon petit sac d'émotions négatives là, mon petit sac de tristesse, de colère, de rage, de désespoir, de tout ça, d'injustice, de sentiment d'abandon, enfin toute la merde là, tout ça là à côté de moi, mais moi du coup en étant très sereine, parce que du coup je ressentais pas ça, mes émotions elles étaient à côté. Et c'est ça le truc de l'autobus qui décale tout, c'est comme si mon âme était à côté. Bah là c'était pas mon âme, c'était mes émotions. Et j'ai mis du coup des semaines à connecter à ça. Et ce qui m'a fait vraiment revenir à reconnecter aux émotions et à la réalité, c'est tout simplement à la fin de mes 3 semaines du coup de vacances, d'aller lui mettre les pieds dans l'océan. Et en fait, ça m'a mis une sorte d'euphorie. Et en même temps, ça m'a libérée. Et en même temps, ça m'a fait comprendre qu'il était mort. Enfin, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées, beaucoup d'émotions qui sont passées quand je suis allée juste foutre les pieds dans l'eau à Biarritz, quoi. Je sais pas, l'océan, l'eau, c'est aussi l'élément des émotions, c'est l'eau, donc peut-être qu'il y avait un truc là-dedans, mais bref. Voilà. Donc en gros, à partir de ce moment-là, j'ai accepté, j'étais triste et c'était fini. Du coup, je vais aussi faire cette vidéo-là pour dire à toutes les personnes qui sont un peu atypiques, comme je peux l'être, que c'est pas parce que vous ressentez pas de tristesse, de peine, de rage ou quoi que ce soit à la mort de quelqu'un que vous êtes insensible, que vous êtes un glaçon, que vous êtes froide et sans cœur. Ça peut aussi juste vouloir dire que votre système n'est pas capable de gérer ces émotions-là maintenant et qu'il il les prend à emporter et que vous les prendrez plus tard, vous les ressentirez plus tard, vous les ressentirez probablement quand le moment sera le bon, ou bien que quelqu'un d'autre vivra quelque chose et par empathie et compassion, là ça vous fera ressentir vous par rapport à par miroir avec cette personne, ça vous fera ressentir ce truc-là. Mais il n'y a pas de bonne et de mauvaise façon de faire. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon de faire son deuil. Je vois aussi beaucoup... Enfin, ça m'est arrivé aussi, ça, au moment où mon père est mort. Comme quoi, j'avais quand même quelques émotions, en fait. Je dis que j'étais en glaçon, mais en fait, je me rends compte, là, en parlant, comme quoi, que j'avais quand même un truc, c'est que j'étais en colère. Ça m'a donné une sorte de force, sa mort, où je me disais, en fait, si quelqu'un vient me faire chier, là, si quelqu'un vient me manquer de respect, je vais l'envoyer chier comme il n'y a pas, parce que là, je viens de perdre mon père. C'est comme si c'était ma carte joker. Je pouvais dire ce que je voulais à qui je voulais parce que je venais de perdre mon père. Ce qui est complètement immature, on est bien d'accord. Mais cette colère-là, elle m'a donné énormément de force pour affirmer des choses, recadrer des gens, renvoyer des gens dans leur pénate. Enfin, vraiment être très centré et affirmé avec beaucoup de limites.
à ce moment-là. Ouais, clairement. De pas tolérer l'intolérable, de recadrer des gens. Enfin, vraiment, ça m'a mis beaucoup de force, ça. Et en fait, après, c'est passé, c'est transitoire. Donc le côté colère contre le monde, contre les gens, c'est pareil, ça finit par passer. Tout finit par passer, hein. Il n'y a jamais un truc qui dure pendant des années. Et plus que tout, je crois que il y a une vision assez juste de ce que c'est de faire un deuil. C'est pas, en fait, pour toutes les personnes qui sont en train de vivre ça, je veux pas vous faire croire qu'un jour, vous serez à nouveau cette personne que vous étiez avant que cette mort-là n'arrive. C'est pas vrai. Vous serez juste quelqu'un qui s'est habitué à l'idée. Et ensuite, il y a toutes les conséquences de ce que ça fait que de perdre, par exemple, moi, dans mon cas, ce que je connais, c'est par exemple la perte d'un parent. C'est très particulier parce que c'est un repère entier. Enfin, moi, en tout cas, c'était un de mes repères. Donc, un parent qui est un repère, ça fait vraiment l'impression qu'on nous coupe une racine, quoi. C'est comme si on avait 2 piliers et pah, ça vient en faucher un. Moi, j'avais vraiment cette impression-là d'être comme une sorte de bateau à ramer, pas du tout, amarré au ponton du port avec 2 énormes bouts, donc 2 cordes, quoi. Et en fait, que la mort de mon père, ça avait coupé l'un des bouts et du coup, je commençais à dériver d'un côté et que, le plus tard possible, la mort de ma mère allait couper le deuxième et que je serais à la dérive derrière. Ça donne un peu cette impression-là. Ou l'impression que... Et pourtant, j'étais préparée à la mort de mon père depuis que j'étais très très jeune. Je m'étais vraiment conditionnée à ça. D'ailleurs, c'était un de mes objectifs dans la vie, c'était de me dire, le jour où il va mourir, je serai prête. Je serai préparée. Et du coup, quand il est mort et que j'ai rien senti, je me suis dit, bah c'est normal, il est mort et j'étais préparée, c'est pour ça que je ressens rien. Pas tout à fait. Un gros refoulement derrière. C'était pas juste que j'étais préparée, quoi. Mais... ouais, cette notion de partir à la dérive, ou bien d'avoir un pilier qui s'effondre, ou bien de commencer à trembler, ou que sa vie vient de perdre un repère. C'est vraiment très particulier et je pense que c'est pas possible de comprendre ça tant qu'on n'a pas perdu un de ses parents. Je pense vraiment que c'est comme les gens qui vous disent tu comprendras quand tu seras parent. Bah, c'est vrai, je pense qu'il y a des trucs qu'on ne comprend que quand on les traverse. Et d'ailleurs, en parlant de ça, je pense que parmi les deuils les plus spécifiques, les plus atypiques, les plus difficiles à vivre, la perte d'un enfant, ça doit être quelque chose qui est indicible. Je sais pas si ça existe les mots pour définir ce truc-là. Je pense que c'est en plus une composante tellement antinaturelle. Il y a... ouais, je pense qu'il y a des saveurs particulières. Je pense que ça a des goûts différents, les deuils, en fonction de qui c'est. En fonction de si c'est brutal, ou bien si c'était préparé, ou bien... oui, c'est ça, si on a eu le temps de se préparer parce que c'était suite à une longue maladie, ou bien si c'était arrivé comme un accident. Je pense que c'est encore différent si la personne s'est donné la mort, ou bien si on l'a tué, ou bien si la vie, entre guillemets, la maladie, ou que sais-je, l'a tué. Je pense que tout ça, c'est des choses qui sont très différentes. Je pense que ça a beaucoup de différences aussi en fonction de la culture dans laquelle on a grandi, de la religion, de nos croyances, de est-ce qu'on croit à une vie après la mort ou pas. Tout ça, je pense que ça joue énormément sur notre façon de faire notre deuil. Mais de façon générale, ce que je veux rappeler, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. C'est faites... enfin, votre système fait ce qu'il peut avec les armes qu'il a. Donc si vous êtes bloqué à une étape, restez bloqué à une étape, la vie va s'occuper de vous débloquer, foutez-vous la paix avec ça. Bien sûr que vous pouvez vous sentir incompris, seul, etc. Et dans ce cas-là, il faut consulter absolument, bien sûr, évidemment. Mais personne ne peut vous dire comment faire le deuil de quelqu'un que vous avez aimé. Personne ne peut vous dire comment on fait pour oublier, parce qu'en fait, on n'oublie jamais. Personne ne peut vous dire comment faire pour passer à autre chose, parce qu'en fait, on passe jamais à autre chose. C'est juste qu'on apprend à vivre avec. Et c'est vraiment ça, c'est juste que ça fait partie de notre histoire et qu'on en grandit et on en tire une force. Moi, je suis convaincue que si je suis passée par ces épreuves-là, c'était parce que j'avais besoin. J'aime bien raconter en rétrospective des sortes d'histoires où chaque chose a du sens, même si sur le moment, ça n'en a aucun, mais j'aime bien me dire que ça a eu un sens dans ma vie, etc. J'aime bien me dire que si j'ai traversé ces deuils-là, c'est parce que j'avais besoin de m'endurcir, d'avoir une perspective sur la vie qui était différente, une perspective sur la mort qui était différente, un respect de la vie qui était plus profond. Ça m'a donné la force de pouvoir partir et tout plaquer du jour au lendemain. Enfin, en fait, c'est horrible à dire comme ça, mais la mort de mon frère, et derrière, 1 an plus tard, la mort de mon mentor de génétique, qui était que je visualisais comme un deuxième père,
les deux là, mon frère d'abord, mon mentor ensuite, ça m'a donné la force de pouvoir tout quitter, changer de vie, voyager, ouvrir mes ailes et le déployer et pouvoir enfin respirer et trouver une vie à ma juste valeur, à ma juste hauteur, à mon envergure. Et c'est horrible de devoir en passer par la mort des gens pour comprendre ce genre de choses, mais si c'est... Je sais pas, si c'est nécessaire, ne passons pas à côté de l'occasion, quoi. Que leur mort ne serve pas à rien, qu'elles nous nourrissent, qu'elles nous aident à avancer, à mieux comprendre, à être plus humain, à être plus tolérant, plus je sais pas. Moi, en tout cas, c'est ce que je retiens de tout ça. Ça m'a rendu particulièrement humble vis-à-vis de la maladie, vis-à-vis de la mort de façon générale, vis-à-vis de la santé aussi, du coup. Ouais. Et ça m'a vraiment mis en plein dans la gueule que ça peut s'arrêter du jour au lendemain et que personne n'est à l'abri et que la vie c'est maintenant, c'est pas demain. Donc on peut en tirer des choses absolument géniales. Faut toujours garder en tête que c'est pas un processus linéaire et qu'on va repasser par les mêmes étapes et que c'est normal de repasser par les mêmes étapes et qu'il faut juste garder en tête que c'est pas exactement les mêmes, c'est les mêmes mais d'un point de vue différent et ça fait partie de digérer émotionnellement tout ce qui s'est passé. Ça fait partie du process. Faut pas se flageller parce qu'on en est encore que là. Faut pas se flageller parce qu'on est bloqué à une étape ou qu'on a l'impression de retomber en boucle et en boucle. C'est normal, ça fait partie du truc. Et ouais, être vraiment tolérant envers notre système quand on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a au moment où on doit gérer. Moi, je sais que c'est ma façon de faire parce que je suis formée à ça, parce que mon travail, ça a été pendant des années de gérer des situations d'urgence, de crise, de grossesse, de choses qui sont, voilà, avec des malformations, des problèmes. Bref. Mon travail, ça a été d'être formée à gérer l'urgence, gérer la crise, mettre de côté toutes mes émotions pour pouvoir être la plus efficace et aider plus efficacement le patient que j'ai en face de moi ou la patiente que j'ai en face de moi. Du coup, c'est ce que je fais aussi dans la vie et c'est comme ça. Et c'est pas à changer, c'est qui je suis. Il n'y a pas de négociation à faire par rapport à ça, c'est juste qui je suis. Et vous êtes différents et vous avez aussi vos modes de fonctionnement différents et vous n'avez pas besoin de vous comparer ou bien de vous juger. Pendant des années, je me suis dit que j'étais une mauvaise fille parce que je pensais pas assez à mon père. Et je me suis vraiment culpabilisée pour ça. Je me disais, ah putain, je devrais y penser plus souvent. Ouais, bah j'ai compris quasiment 10 ans plus tard pourquoi j'y pensais pas. C'est parce que j'étais en refoulement émotionnel complet. Je ressentais rien. Parce que c'était trop douloureux, ça me faisait trop mal et ça m'empêchait de fonctionner. Mon système n'étant pas ni fou ni suicidaire, il s'est dit bah très bien, puisque les émotions là c'est quoi, qu'est-ce qu'on a, colère, tristesse, peine, abandon, tout ça, ça nous permet pas d'avoir une vie normale, ça nous permet pas d'avancer, très bien, on va juste se les mettre sous le coude et puis on les ressortira dans 10 ans quand on sera prêt. Ok. Foutez-vous la paix avec ça, vous avez pas, y a pas de charte de bonne conduite, à tenir pour de faire un bon deuil comme il faut. Et il y a pas de délai non plus. Ça peut durer des semaines, des jours, des mois, des années. Il n'y a pas un bon moment, il n'y a rien de tout ça. Il n'y a pas de script, il n'y a pas de mode d'emploi. Faites comme vous pouvez. Faites-vous aider si vous en avez besoin. Mais ouais, il y a vraiment tranquillisons-nous sur comment ça doit se passer. Personne ne sait, ça dépend des deuils, ça dépend des... Moi, j'ai vécu des deuils différents en fonction de qui c'était dans ma famille, en fonction de... Tout dépend, en fait, tout dépend. En fonction de notre mécanisme, en fonction de... Trop de paramètres. On fait ce qu'on peut. Donc vraiment sur ce thème-là du deuil, faites-vous confiance, ça va passer, vous allez vous en sortir, vous allez réussir à retrouver une vie normale. Et foutez-vous la paix parce que vous faites ce que vous pouvez comme vous le pouvez. Donc vous traumatisez pas trop avec la morale et comment ça devrait être. Il n'y a pas de mode d'emploi. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette petite vidéo un peu très perso, hors cadre et où pour le coup pas structurée du tout, où je voulais juste apporter mon témoignage à ce qui se passe quand on perd des gens, en espérant que ça puisse donner du confort et de la relaxation à toutes les personnes qui, comme moi, ont traversé des épreuves et qui se disent qu'elles n'ont pas fait assez bien, qu'elles auraient dû faire autrement, que c'est pas normal ce qu'elles vivent, que ça aurait dû être plus rapide, que ça aurait dû être... En fait, si juste mon témoignage, ça peut vous permettre de vous sentir un peu moins fou, un peu moins bizarre, un peu moins mauvais humain, un peu moins une mauvaise personne, tant mieux.
Parce qu'en vrai, je pense que c'est déjà suffisamment dur comme ça. Si en plus on commence à se culpabiliser, c'est trop lourd. Donc ouais, vraiment, vous avez toute ma compatie, toute ma sympathie, toute ma compassion, toute mon empathie. Je comprends. Encore une fois, je sais. Et parce que je sais aussi qu'il n'y a pas les mots. C'est trop horrible, c'est trop brut, c'est trop violent, c'est trop triste, c'est trop insensé, ça n'a pas de sens. La mort, ça n'a pas de sens. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Il n'y a juste pas de mots, il y a juste... je comprends. Je sais. Et du coup, je suis avec vous dans le même club. J'aurais préféré que vous me rejoigniez pas dans ce club-là, mais c'est pas moi qui décide, et vous non plus. On n'a pas la main là-dessus. Et parce qu'on n'a pas la main là-dessus et qu'on peut pas contrôler ça, vraiment, foutons-nous la paix. Ne nous jugeons pas sur quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. Je vais m'arrêter là. Je vous dis du coup à très bientôt. Je sais pas quand est-ce que je vais publier cette vidéo parce que maintenant que je l'ai tournée, il va falloir que je la publie, que je la monte et que je la publie. Vu comment j'ai traîné pour la tourner, elle va sortir dans 6 mois celle-là. Bref, à très bientôt. Ciao.